Notre cerveau est dédié à l'adaptation. Il adore l'imprévu, les prises de risques. Aujourd'hui, on ne le stimule pas assez. En restant dans notre zone de confort, on ne le nourrit pas. Il s'ennuie et à force d'être sous-utilisé, il rouille. Nous avons besoin de le réactiver, de le muscler pour nous aider à passer du négatif au positif. Et merci d'accueillir Christophe Hague. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour 30 minutes chrono et essayer de vous induire en fait un maximum de matériaux nutritifs. Alors je vais me présenter rapidement à vous. Je m'appelle donc Christophe Hague, je suis prof dans une business school, je suis chercheur en psychologie sociale, docteur. Et mon dada, c'est les émotions, c'est l'intuition et c'est l'intelligence émotionnelle. Et je me qualifie comme un thératologue. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce terme, mais thératologue, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. C'est que moi j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier des cas extrêmes pour mieux comprendre notre quotidien. Et c'est pour ça que je vais dans des endroits un peu bizarres. Dernièrement, j'étais dans le couloir de la mort. J'ai rencontré un type qui a passé 18 ans là-bas, accusé d'un triple homicide, totalement innocent. Il est sorti, il s'est forgé un mental de fer. Il a été épaulé par tout Hollywood qui ont mis en place des détectives, qui ont investi dans des analyses ADN pour le sortir de là. Et aujourd'hui, le gars, il est auteur best-seller dans le top 50 du New York Times. Et il est producteur de cinéma, etc., etc. Je travaille avec des astronautes. La moitié des astronautes français qui sont là, allés tout là-haut, eh bien, je les ai étudiés à la loupe grossissante, notamment dans des situations stressantes. Parce que ce qui est intéressant, vous êtes thératologue, quand vous allez dans des situations extrêmes, c'est que vous voyez plein de phénomènes émotionnels, eh bien, de manière hyper limpide, en haute définition. Et ces phénomènes-là, ils s'appliquent en fait dans notre quotidien. Donc il s'agit juste de décrypter ces éléments. Je suis allé aussi à la rencontre de négociateurs du GIGN, du RAID. Je travaille avec des survivants de crash d'avion, etc. Et toutes ces personnes ont en fait des choses supra-élémentaires à partager avec nous. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas super complexe. J'avais un débat avec une journaliste de Télérama, il n'y a pas si longtemps, un débat public. Il disait oui, mais dans ce que vous dites, alors oui, vous faites de la recherche en psychocognitive, en neurosciences sociales, etc. Mais en fait, vous le dites après de manière simple. J'ai dit merci du compliment, mais pour elle, c'était plutôt une critique en disant oui, mais moi, ce que j'aime, c'est les choses chiadées, sophistiquées, langage extrêmement complexe, parce qu'on a l'impression dans notre société que plus tu complexifies les choses, plus c'est intelligent. Ah, c'est pas vrai. Et moi, je suis de l'avis d'un type que j'adore, qui a disparu il y a quelque temps, et qui s'appelle Stephen Jay Gould. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il écrivait des pages dans le journal Le Monde. C'est un paléontologue, c'était un paléontologue connu. Il disait de cette chose élémentaire, il disait que les choses les plus simples sont les plus élémentaires sur le genre humain. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui, tout ce que j'écris dans mes bouquins, il faut que ma fille de 10 ans puisse le comprendre. Alors je lui épargne certains passages, comme quand je vais étudier les survivants de ce crash d'avion dans les années 70, Cordillère des Andes, qui ont dû se manger pour survivre. Bon, ok, il y a 2-3 éléments qui sont un peu censurés, mais l'idée, c'est que ce que je lui raconte, elle puisse le comprendre. Parce que quand c'est compris par un gamin de 10 ans, c'est qu'il y a une certaine forme d'universalité dans le propos. Je vais essayer d'être assez simple. Je vais vous parler aujourd'hui d'une compétence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, sur laquelle je travaille depuis plus de 15 ans, avec toute une équipe de chercheurs. On crée des outils, aujourd'hui scientifiquement valides, qui sont ce qu'on appelle des tests de performance. C'est comme quand vous allez chez le psy et vous voulez faire un test de quotient intellectuel, les matrices de Raven, un test de Wechsler, etc. Eh bien, vous devez performer. Ce ne sont pas des questions où vous dites « tiens, je suis empathique » ou « je suis à l'écoute de l'autre » sur une échelle de 1 à 5, dites si vous êtes d'accord ou pas. Quand vous êtes face à ce type de questionnaire, généralement, vous cédez au doux chant de la désirabilité sociale. Vous voulez vous montrer plus émotionnellement intelligent que vous l'êtes, plus humain que vous l'êtes. Et finalement, les réponses, elles sont biaisées et le résultat, il ne vaut pas grand-chose. Donc moi, je me suis intéressé à tout ça.
Et l'intelligence émotionnelle, je pense que certains ont déjà entendu ce terme, il y a eu un boom extraordinaire au milieu des années 90. Et depuis, ça n'a pas désempli. Et il se trouve que cette compétence, elle est supra-utile dans notre société. Et il y a moins d'1% des individus, ça c'est ce que nous montrent nos résultats de recherche, qui sont experts en intelligence émotionnelle. Et ces personnes-là, elles sont douées d'un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles sécrètent moins de cortisol, moins d'hormones de stress en situation stressante. Elles gèrent mieux leur stress. Elles ont 3 fois moins de chances de tomber en burn-out, en dépression. Elles expérimentent moins de maux, MAUX, de tête, de ventre ou de dos, le mal du dos qui est un peu le mal du siècle. Elles sont moins addictes à des substances illicites, drogue, dure, alcool. Elles augmentent la qualité de la relation sociale avec autrui, que l'autre soit ton conjoint, ta conjointe, ton enfant, ton collaborateur, le kidam dans la rue. Elles prennent de meilleures décisions en situation complexe. Et ces personnes-là, et ça c'est plutôt important, sont beaucoup moins toxiques pour autrui. Elles ont une empreinte émotionnelle, on parle beaucoup de l'empreinte carbone, c'est important, les petits oiseaux, le CO2, etc. Mais l'empreinte émotionnelle, quel type d'agent pathogène tu es sur cette petite boule bleue? Quelles sont les émotions que tu véhicules? Parce que les émotions sont contagieuses, bien plus que le Covid. Moi, je continue à dire le Covid parce que j'en ai marre qu'on féminise en fait toutes les catastrophes. Regardez le nom des tempêtes, des maladies, bon bref, continue sur le Covid. C'est le virus le plus contagieux au monde. Et ce virus, il peut être bénéfique ou un peu moins. Donc, il y a toi de choisir ton camp. Est-ce que tu as envie d'être un maître Jedi ou plutôt un seigneur Sith pour les fans de Star Wars? Et il se trouve que les individus émotionnellement intelligents, alors c'est pas très glorieux l'image, mais je les compare, moi, aux tardigrades. Vous voyez cette créature un peu particulière qu'on envoie dans l'espace, qu'on dit qu'elle est douée de pouvoirs extraordinaires, elle peut résister à des températures très hautes ou très basses, etc. Eh bien, comme le tardigrade, l'individu émotionnellement intelligent, il est extrémophile. C'est-à-dire qu'il est capable de gérer émotionnellement des situations supra-complexes, très 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 tendues. Et il est capable, comme une balle en mousse, eh bien, quand tu le jettes violemment au sol, que tu traverses dans ta vie un moment, un carrefour un peu périlleux, un peu sinueux, eh bien, de rebondir. Il a cette propriété parce qu'il sait que... Il sait quoi? Il sait qu'il est doué d'une sorte d'assurance psychique tout risque. Il sait qu'il a les épaules psychiques pour rebondir en cas de coup dur. Donc oui, il prend des risques, mais il sait que s'il trébuche, parce que ça arrive à tout le monde, eh bien, il pourra rebondir. Et comme une balle en mousse, parce que dans balle en mousse, il y a mousse, eh bien, il est capable d'absorber les émotions. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Donc là, je m'adresse à tous les hypersensibles qui sont un peu mis de côté dans cette société. Moi, j'ai envie de vous partager un autre message, c'est que vous êtes doué d'un pouvoir extraordinaire, un peu comme un héros Marvel. Quand tu es hypersensible, que tu as cette capacité d'absorption des émotions, eh bien, tu vas capturer tout un tas d'informations dans ton environnement. L'émotion, c'est un panneau signalétique, comme ceux que vous pouvez voir au bord d'une autoroute, et qui vous indique qu'il va se passer quelque chose dans 50 mètres, dans quelques kilomètres. Et là, il y a 2 catégories d'individus. Il y a ceux qui tiennent compte de ce panneau signalétique, et d'autres qui s'en foutent royalement. Alors, voilà, cette conférence devrait être sponsorisée par la sécurité routière, mais ceux qui ne tiennent pas compte du panneau signalétique, prenez le cas d'un panneau signalétique qui annonce un virage dangereux dans 50 mètres, ils augmentent la probabilité de se taper la rambarde 50 mètres plus loin. C'est pareil pour les émotions. Quand tu ne les intègres pas dans tes pensées, et ça on arrive grâce à l'imagerie médicale aujourd'hui, à tracer en direct live sur des écrans d'ordinateur le parcours d'une émotion dans le cerveau, et je le fais avec mes collègues un peu partout, aux États-Unis, en Suisse, tout ça. Eh bien, lorsqu'on ne tient pas compte de cette émotion, on se met en danger. Alors que quand on en tient compte, on augmente ses chances de pouvoir s'adapter aux situations. On vit quand même dans un monde complexe. On évolue sur des socles de plus en plus mouvants, avec des timings de plus en plus serrés, une pression de plus en plus forte sur nos épaules. L'émotion, en fait, c'est un atout. Donc les individus émotionnellement intelligents, ils ont compris ça, et ils sont doués d'un Waze psychique.
Waze, ça vous parle? Cette application, elle est super fiable. Eh bien, c'est pareil pour l'intelligence émotionnelle. Et c'est le même principe que Waze, c'est-à-dire que tu as des données entrantes du terrain. Il n'y a pas plus pragmatique, il n'y a pas plus concret qu'une émotion en réalité. C'est un informateur, c'est un indique. Eh bien, comme Waze, elle va intégrer cette donnée et elle va vous permettre de vous orienter et d'atteindre votre objectif. Donc, je vais essayer de vous donner 2-3 billes aujourd'hui, eh bien, pour venir alimenter ce Waze psychique, ce GPS intérieur. Et pour ça, je vais vous inviter dans le cerveau d'individus QE++ avec un quotient émotionnel élevé et qui partagent avec nous des conseils assez simples pour s'en sortir et pour transformer le négatif en positif. Alors, on va commencer par Annette Herfkens. Ça, c'est une des plus belles rencontres de ma vie, dans le cadre de mes investigations, de mes bouquins, etc. Et il se trouve qu'Annette Herfkens, donc là vous la voyez allongée sur Patch, qui est son amoureux de l'époque, c'est une des premières traders femmes européennes à Wall Street. Et là on est le 14 novembre 1992, et Annette Herfkens, elle décide de monter à bord de cet avion. C'est un Yak 40. Petite parenthèse, je vous invite à jamais monter dans un Yak 40. C'est l'avion le plus dangereux au monde. Okay, c'est une espèce de caisse de savon volante qui est hyper anxiogène quand à l'intérieur, ça tremble de partout. Sauf que cette fois-ci, elle décide de monter dedans alors que son intuition lui disait de ne pas y aller. Mais elle l'a fait par amour parce que Patch l'invitait dans une station balnéaire vietnamienne. Comme quoi, des fois, tu fais 2-3 conneries par amour. Et il se trouve que cet avion se crache en pleine jungle. Et Annette Herfkens est la seule survivante de ce vol. Elle va survivre 8 jours seule dans la jungle vietnamienne, les deux jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de petites bêtes dans la bouche, d'autres bêtes qui en veulent à sa chair, tout simplement, qui veulent la dévorer. Et il se trouve qu'à aucun moment, Annette n'a eu peur. À aucun moment. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu as pu rester comme ça? Et elle me dit, il s'est passé un phénomène étrange. Et ce phénomène, si vous voulez, on peut faire le parallèle avec Harry Potter. Alors, s'il y a des fans du jeune sorcier dans la salle, quand Harry Potter il est attaqué par des monstres, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un patronus. Expecto, alors je n'ai pas ramené ma baguette magique, mais expecto patronum. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de halo protecteur qui se forme autour du jeune sorcier. Et ce halo de couleur bleue dans le film, eh bien, empêche, entre guillemets, les forces du mal de l'atteindre. C'est une image. Eh bien, Annette Herfkens, c'est passé à peu près le même phénomène. Parce que qu'est-ce qui compose la bulle de protection du jeune sorcier? Ce sont des souvenirs positifs, inconsciemment stockés dans sa mémoire, de bons moments passés avec ses parents biologiques. C'est ça qui le protège. Eh bien, Annette Herfkens, qui l'a protégé dans la forêt, c'est tout un tas de souvenirs émotionnels, positifs, passés avec ses amis, sa sœur, ses parents, ses collaborateurs. Et parce que Annette Herfkens a investi affectivement dans les autres, eh bien derrière, il y a eu un retour sur investissement affectif. Une sorte de ROI pour les financiers, affectif pour les moins financiers. On n'investit pas assez dans l'autre aujourd'hui. La première des valeurs psychiques refuge aujourd'hui, c'est pas l'or, c'est pas le bâtiment sous Macron, je fais pas de politique, c'est l'autre en fait. Et dans cette société très instagrammante, très me, myself and I, très individualiste, on oublie en fait d'investir dans l'autre et donc on se tire une balle dans le pied. On se prive d'une ressource naturelle pour rebondir quand les choses tournent au vinaigre. Allez, on continue avec lui. Alors lui, je l'adore. C'est Michael Hawke, de son petit pseudo Captain Hawke. Alors c'est une star aux États-Unis. Et il se trouve que Michael Hawke, c'est un ancien béret vert, ancien membre des SEALs. Il est ceinture noire de judo, d'aïkido et d'intelligence émotionnelle. Il a un master en psychologie. Le gars est une brute d'un point de vue psychique. Et il m'a raconté un jour cet événement assez extraordinaire. Donc là, c'est des choses simples, hein, je partage, mais qui lui a permis de rebondir dans une situation critique. Quelque chose qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Il m'a dit, une nuit, on volait juste au-dessus d'un territoire ennemi. Donc c'était un petit groupe commando des forces spéciales américaines. On était à l'intérieur d'un bimoteur. Oui, alors cette conférence devrait aussi être sponsorisée par l'aviation. Bon, bref. Et donc, ils survolent ce territoire pour aller repérer un camp de base. Ok, tout ça est top secret. Je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, le détail est
il permet d'identifier pas mal de choses, donc on reste à un niveau en surface. Et à un moment, il y a une panne sur un des deux moteurs. Donc là, le pilote chevronné, il sait faire, il a plusieurs années d'expérience dans l'aviation militaire, dans les combats, etc. Il sait faire. Sauf que quelques secondes plus tard, deuxième panne moteur. Alors là, ils ont beau être tous supra méga entraînés, ils sont pas bien. Il y a la petite gouttelette qui ruisselle le long de la tempe. Ils sont tous en train de trembler. Et là, l'angoisse, c'est panic room, quoi. C'est vraiment grosse angoisse à l'intérieur de l'avion. Et à ce moment-là, eh bien, tu as Michael Hawke qui se met à se marrer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, même un événement dramatique, ça peut être un enterrement. D'un coup, tu as un fou rire. C'est très freudien, hein, ça s'appelle libérer la tension psychique. Okay, donc là, lui, il libère comme ça sa tension psychique et il commence à faire des blagounettes sur eux-mêmes. Il dit, hey, les gars, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet avion, en fait, ils l'ont emprunté, on va le dire comme ça, à un baron de la drogue. Okay, et il est encore chargé de toute sa marchandise. Et le gars, il commence à faire des blagues et il dit, mais les gars, vous imaginez les gros titres dans les journaux le jour d'après, la crème de la crème des forces spéciales américaines, tous morts dans un crash d'avion, baron de la drogue, un avion d'un baron de la drogue, mort dans un nuage de cocaïne, enfin la honte absolue. Tu n'as pas envie d'avoir ça gravé sur ta pierre tombale pour les derniers jours. Et donc, il se met à se marrer, le rire est contagieux, tout le monde se marre. Et là, tu as le pilote qui était vraiment pas bien, qui se redresse d'un coup. Parce que quand on se redresse psychiquement, on se redresse aussi physiquement. Hein, les deux vont ensemble. C'est la particularité de l'émotion, elle est tant psychique que physique, physiologique. Il se redresse et là, il a un eureka. Et là, il a juste une image comme ça en face de lui. Il se dit, tiens, il y a 3 km de là, on avait survolé eh bien, une zone sur laquelle potentiellement on pourrait atterrir sans se faire canarder par les forces ennemies. Et donc là, il décide de faire demi-tour. Hein, il plane, hein, il n'y a plus de force, il va juste sur l'inertie. Il prend le vent de face, il surfe sur des vents ascendants, descendants, et ils arrivent à atterrir sains et saufs. La conclusion de tout ça, c'est que les individus émotionnellement intelligents, lorsqu'ils sont face à une situation critique, plutôt que de la prendre au sérieux cette situation, eh bien, ils la prennent de manière récréative. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Et donc, en pratiquant l'autodérision, vous allez déclencher dans votre cerveau tout un tas de mécanismes, vous allez activer certaines zones cérébrales qui vont permettre justement de produire à ce moment-là des idées nouvelles et des idées adaptatives. Vous allez déclencher aussi une pompe à endorphine qui va faire que vous allez vous sentir costaud, suffisamment fort pour affronter la situation. Et votre cerveau, il va basculer vers un schéma qu'on appelle, je ne sais pas si ça vous parle, la pensée latérale. Donc c'est quoi la pensée latérale? C'est que lorsqu'un problème sérieux s'invite dans ta vie, surtout, n'essaye pas de le résoudre de manière sérieuse. Donc moi, je vous invite à devenir des gélotophiles. Alors ça n'a rien à voir avec des fans de glace italienne. Gélotophile, c'est être capable de l'autodérision. Ça, c'est important, surtout dans notre société où on fait attention à son apparence, à nos sociétés très instagrammantes, où on fait attention à peu près à tout. Autre idée, celle-ci, vous repartirez avec, parce que c'est très simple, et c'est croisé avec des résultats en neurosciences, c'est que quand tu as un problème complexe qui se pose à toi, que la situation est difficile, tu ne sais pas si tu vas rester dans ton boulot, si tu vas rester avec la personne, qu'est-ce que je fais avec les gamins, je les mets dans quel collège, dans quel lycée, etc. Voilà, vraiment des questions stratégiques pour toi. Eh bien, essaye de penser le problème dans ta deuxième langue. Donc, si la deuxième langue, c'est l'anglais, imaginons ce cas de figure, eh bien, pose-toi la question dans ta tête et essaye d'y répondre dans ta tête. Donc, ce n'est pas en voix projetée, c'est vraiment à l'intérieur de soi-même. Donc, par exemple, question banale, where is Brian? Okay, oui, je crois qu'on a tous la réponse à peu près. Vous essayez de répondre dans cette deuxième langue et généralement, la probabilité de la réponse qui va être apportée, que la réponse apportée soit bonne, elle est juste extraordinairement élevée. Donc tenter ça, ça permet de solutionner plein de choses parce que souvent dans notre deuxième langue, on dispose de moins de vocabulaire. Donc en fait, on va moins s'embrumer l'esprit. Hein, en français, si la première langue c'est le français, vous voyez, il y a des mots à triple, quadruple, quintuple sens. On utilise des tournures de phrases chiadées. Bref, on perd de vue le premier signal intuitif. Dans notre deuxième, on a moins de matériaux. Ça reste brut, ça reste connecté au terrain.
Allez, François Sarano, c'était le bras droit du commandant Cousteau. Lui aussi, je l'ai rencontré. C'est un type extraordinaire. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi plus tard? Il me dit, ben moi, il y a juste un truc. On revient là sur la pierre tombale. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir gravé là-dessus? Il dit, moi, je voudrais juste qu'on dise de moi que on veut juste que je retienne de moi que j'étais gentil, en fait. Gentil. Je dis, tiens, gentil, je vais faire un sondage auprès des Français. Top 10 de ce que la société ringardise le plus. La gentillesse, dans le top 5. Type de personnalité que la société actuelle promeut de promouvoir le plus. Les 3 premières, c'est ce qu'on appelle la triade noire. Maintenant, on peut même parler de tétrade, vous rajoutez le sadisme, en fait, à tout ça. On est persuadé que plus tu es un sale type, plus tu vas réussir. Et la personnalité gentille, on se dit, ouais, la personnalité trop bon, trop, hein, je vous laisse finir, tu n'y arriveras pas. Sauf que, c'est pas vrai. Sauf que celui qui est toxique, qui est machiavélique, narcissique, psychopathique, celui-ci, il va peut-être faire 2-3 coups d'éclat, il va écraser 2-3 personnes, et il va vachement communiquer, en fait, sur sa réussite. Et nous, on va croire, c'est un biais cognitif, surestimation des petits échantillons, on va être persuadé qu'en fait, cette personne-là, tout lui réussit. Sauf que ces personnes-là, on le sait aujourd'hui, j'ai des chercheurs, des collègues qui travaillent notamment à grosses universités aux États-Unis, qui font des études longitudinales et qui montrent que ces personnes-là, très rapidement, notamment à partir de la cinquantaine, commencent à dépérir d'un point de vue psychique. Forcément, il y a moins de gens qui veulent bosser avec eux, qui veulent les côtoyer. Niveau santé, le système immunitaire, il descend fort. Et ces personnes-là ont une fin de vie ou une deuxième moitié de vie qui est juste catastrophique. Alors que le gentil, et quand je dis gentil, c'est produire des actes de gentillesse, c'est-à-dire être à l'écoute, être bienveillant, aider quand tu as quelqu'un de plus âgé, laisser ta place, faire pratiquer l'élective, la vraie, vous savez, cette espèce en voie de disparition, où vraiment t'écoutes l'autre, tu n'es pas en train de penser 3 coups d'avance dans la discussion. Eh bien, quand tu pratiques ça, tu boostes ton système immunitaire, tu augmentes ta longévité, tu produis plus d'ocytocine, baromètre chimique du bien-être chez les mammifères, tu sécrètes 23% de moins d'hormones de stress. Et sur des échelles de satisfaction de vie, tu es juste tout en haut de l'Himalaya. Les individus émotionnellement intelligents sont aussi des personnes qui savent apprivoiser la surprise. Ça, c'est l'objet de mon tout dernier bouquin là, qui vient de sortir mercredi, et dont l'un des parrains est Edgar Morin, et l'autre parrain, c'est... les autres parrains, juste pour info, c'est des gens très gentils. C'est Peter Salovey, c'est le président de l'université de Yale, qui est quand même le plus gros paquebot en recherche en psycho. Et le troisième, c'est Éric Antoine, que vous connaissez peut-être à la télé. Donc, 3 personnes extrêmement gentilles. Et Edgar Morin, je le cite, parce que je trouve qu'il résume tout. Il dit, c'est la surprise, l'étonnement qui nous oblige à évoluer. 70% des Français que j'ai interrogés sont totalement d'accord avec lui. Il a raison, en fait. La surprise, c'est ce qui va à un moment te permettre, et ce qui permet au cerveau, parce que c'est une émotion toute particulière, c'est la plus brève, c'est une émotion universelle, elle peut être plaisante ou déplaisante, mais c'est elle qui nous permet d'entrevoir des opportunités, de nouvelles perspectives de vie pour nous-mêmes. Et ça, je l'explique un peu dans le bouquin. 80% des Français ont besoin d'un coefficient de surprise, pour reprendre l'expression d'un psychiatre reconnu. 90% des Françaises et Français pensent que la surprise est une émotion supra-utile pour l'humanité. Et il se trouve que la surprise, ça t'aide aussi à combattre les enflures toxiques. Parce que quand quelqu'un vient te chercher des noises, plutôt que de rentrer en conflit, moi je vous invite à pratiquer l'aïkido. Tu accompagnes en fait le mouvement de l'enflure toxique. Si tu as ton supérieur qui vient te voir au bureau, hey, ton bureau il est tout pourrave, c'est bordélique, c'est machin. Ah oui, mais alors toi tu fais comment en fait? T'as raison, je suis bordélique. Mais toi tu fais comment? Et en fait, c'est quoi un conflit? C'est un mur. Tu fonces à toute vitesse vers un mur, mais si on t'enlève le mur, en fait l'autre il trébuche. Et son émotion, que ce soit de l'agressivité, de la colère, elle dégonfle automatiquement. J'en profite, j'ai 1 minute 10, je rajoute juste un truc. J'ai une anecdote à partager. Donc c'est une psychothérapeute qui vit avec un ancien négociateur du GIGN que j'ai interrogé aussi. Et à un moment, ils avaient un conflit de couple parce que pendant une soirée, ils avaient invité des amis chez eux. Et d'un coup, tu avais le négociateur qui avait dit un truc qui lui a pas plu, qu'il a un peu rabaissé, etc. Bon, elle a attendu que tout le monde parte. Et à la fin,
rendez-vous dans la cuisine. Okay, elle voulait un peu se le faire. Et là, elle lui dit, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? C'est blessant, c'est rabaissant, voilà, ça m'a vraiment blessé dans ma chair. Et là, lui, plutôt que d'engager un plaidoyer pro domo, de se défendre à tout va, c'est ce qu'on fait généralement dans la vie. On veut tout de suite, on préfère confirmer son point de vue que de l'infirmer. C'est un autre biais cognitif. Eh bien, il a dit une chose très simple. Il a dit, ouais, j'ai été con. Et il l'a dit sans ironie. Eh bien, ça, pareil. Elle fonce à toute vitesse dans le mur. Lui, il a ôté le mur. Le mur s'est désagrégé, trébuché. Et elle a dit, en fait, j'ai plus de colère contre lui. Derrière, je lui ai fait un bisou. Bon, bref, ça s'est terminé comme ça. Il faut faire ça face aux enflures toxiques. Allez, pour la dernière minute, je finis avec juste 2-3 choses pour votre esprit. Vous avez les deux personnes, un qui a inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones, c'est Ivan Sprach. Je l'ai rencontré, il est extraordinaire, il découvre des cités mayas. Et l'autre, c'est Nando Parrado. Vous avez reconnu celui qui a inspiré Indiana Jones, un des deux. Et Nando Parrado, c'est un des survivants de ce crash dans la cordillère des Andes qui est devenu un ami. Alors, j'hésite toujours à monter sur son voilier, 6 mois, parce que lui, il a quand même mangé pas mal de copains. Donc, tu dis, si un moment, tu as un problème. Bref. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème. 9 problèmes sur 10 qui interviennent dans nos vies, c'est statistique, ça a été démontré. C'est du bullshit. C'est des décors en carton-pâte à la Reharryhausen. C'est factice. Ça n'existe pas. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Je vous laisse aussi méditer là-dessus. Voir le monde d'en haut sans le prendre d'en haut, quand tu es émotionnellement intelligent, c'est pas parce qu'il y a écrit intelligent dans cet intitulé que tu dois te placer au-dessus des autres. Au contraire, l'intelligence émotionnelle, c'est se mettre au même niveau que les autres. Et là, je veux vraiment finir avec ces 30 secondes, avec quelqu'un, et chaque fois que j'en parle, j'ai les poils qui s'hérissent et un peu les larmes aux yeux, parce que cette personne a un vécu, il s'appelle Damien Meurice. Il y a 2 dates qui le caractérisent, c'est le 13 novembre 2015, ça vous parle, et le 11 septembre 2018. 13 novembre 2015, il est au milieu de la fosse, Bataclan, il survit à tout ça, il se planque sous des corps morts, etc., mais il survit à ça. Sauf que, 3 ans plus tard, il rentre d'une répétition avec son groupe de rock. Son groupe de rock, parce qu'il est fan, tout simplement, de ça. Il prend sa titine, c'est comme ça qu'il appelle sa voiture. Et en rentrant, accident de la route. Il se réveille la face contre terre, à avaler de la poussière. On l'amène à l'hôpital et on lui annonce qu'il a perdu l'usage de ses 2 jambes. Et là, Damien Eccles, sur son lit d'hôpital, il se pose une question que se posent toutes les personnes émotionnellement intelligentes, ces fameux moins d'1% de la population, que je vous invite à rejoindre parce qu'on peut développer tout ça. Et cette question ultime, alors pour les fans de SF, la réponse n'est pas 42. Que suis-je prêt à perdre dans la vie? Et je finirai par ça, par la réponse de Damien. Et Damien me dit, quand je me pose cette question, il me dit, moi, j'étais pas prêt à perdre mes 2 mains. Le gars, il a la musique en intraveineuse. C'est sa raison d'être. Il dit, ma guitare, c'est ma psychothérapeute quand j'ai un coup de blues, sans mauvais jeu de mots, je peux pas perdre ça. Il dit, j'étais pas prêt à perdre la tête, parce que je vois trop de gens autour de moi avec Alzheimer qui ont plus de projection sur le futur. Il dit, la seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Basta, le mec est passé à autre chose. On est dans une société, on a voulu éliminer la mort de l'équation, avec le transhumanisme, etc. Et en faisant ça, on élimine nos capacités à faire des deuils qui soient micro ou macro. Bon, Damien, il nous rappelle qu'il y a des choix de vie et qu'en faisant des deuils, on peut avancer. Et pour finir, si vous voulez développer votre intelligence émotionnelle, parce que c'est possible, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Dans le dernier livre, il y a Pierre-Marie Liédot, qui est le papa de tout ça, qui est le parrain de mon précédent bouquin, etc. Je vous invite à scanner ce QR code, parce que là, vous avez accès, je suis plutôt fier de le dire, à des outils valides. Vous pouvez vous tester, vous profiler. Et derrière, on a même lancé ce qu'on appelle Boost My QE, avec une docteure en psycho, une psychologue, des programmes très courts pour développer votre intelligence émotionnelle. Merci beaucoup, désolé d'avoir dépassé d'1 minute 30. Merci à vous.